Nous allons commencer avec Ilana Sicurel, qui est docteur en droit et avocate. Et depuis février 2020, elle est également députée européenne au sein de la liste Renaissance. Ilana est par ailleurs membre du bureau exécutif de La République en marche, où elle est en charge des questions liées à l'éducation, à l'enseignement supérieur et à la recherche. Son attachement pour l'éducation l'a d'ailleurs conduite à fonder le collectif citoyen Je m'engage pour l'école, qui a pour but de transformer le système éducatif, lutter contre les inégalités de destin et mieux préparer les élèves aux défis de demain. Ilana est très attachée aux questions liées à la justice sociale, à l'accès à la culture et aux valeurs démocratiques qui sont au cœur de son engagement européen. Elle siège dès lors au sein de la Commission de la culture et de l'éducation, ainsi que de la Commission emploi et affaires sociales, entre autres. Elle est également membre du groupe de travail contre l'antisémitisme du Parlement européen. Au nom du Congrès juif européen, nous voulions vous remercier, chère Ilana, d'avoir accepté notre invitation en cette journée internationale des femmes. Eu égard à votre parcours, votre contribution apportera de nombreuses clés de réflexion sur l'intersectionnalité qui existe entre l'antisémitisme et le sexisme et sur la manière dont il convient de combattre ces deux formes de discrimination. Non, je vous remercie, Ariela, d'avoir insisté justement sur ce danger devant lequel nous sommes et sur lequel je voudrais, moi, insister pour commencer, qui est cette perte de sens de l'universalité pour les combats qui nous rassemblent aujourd'hui. Et si on part du principe, et en tout cas, c'est ma préoccupation majeure, et je crois qu'on va la partager, que ce à quoi la France fait face, et plus largement d'ailleurs les grandes démocraties, c'est l'archipélisation de nos sociétés. C'est une très belle expression de Jérôme Fourquet, le sociologue et sondeur, qui nous a mis en garde, l'archipélisation de la France, et qui nous explique, chiffre à l'appui, combien est-ce que dans notre pays, on a une tendance à la fragmentation, notre pays devenant un ensemble de groupes d'intérêts se battant les uns contre les autres. Et avec cet oubli, en fait, de ce postulat de l'humanité, de l'universalité de nos combats. Et pour l'antiracisme, on est en plein dedans, puisque je crois que ce qu'il faut commencer par réaffirmer, c'est que aussi bien le sexisme que l'antisémitisme, ils doivent se situer dans cet horizon d'universalité. C'est-à-dire que c'est les droits de l'homme, c'est la Révolution française, c'est l'affirmation de l'égalité entre tous les hommes, qui est au cœur d'ailleurs de la Torah, puisque pourquoi est-ce qu'il n'y a que Adam et Ève, là je fais un petit clin d'œil à Delphine, mais pourquoi est-ce qu'il y a un homme et une femme qui sont couple fondateur de toute l'humanité? C'est pour que personne ne puisse dire mon père, ma mère est supérieure à la tienne. Donc il y a en tout cas il y a des pays et même des grandes démocraties comme les États-Unis où cette affirmation de l'égalité entre les hommes et les femmes a mis beaucoup plus de temps à s'imposer qu'en Europe, confère bien sûr qu'il a fallu attendre les années 60 pour mettre fin aux écoles séparées, à la ségrégation. Donc tout ça est très fragile et tout ça est complètement au fondement de nos démocraties. Et donc ce que je voulais d'abord dire, c'est ce rappel en fait que nos combats, nous, il se trouve qu'on est femmes toutes les trois, qu'on est juives toutes les trois, et que pourtant, en tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est de surtout pas voir ces combats comme des combats personnels. C'est-à-dire qu'il faut raccrocher ces combats à cette universalité qui nous rassemble et qui fait que le sexisme, c'est une injure, en fait, à cette universalité de l'humain, de même que l'antisémitisme, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'injustice à réparer. Et à partir du moment où on a resitué ça, il faut absolument se prendre garde à cette tendance qui est en train de s'affirmer et qui nous vient d'outre-Atlantique, beaucoup, que vous avez rappelé, Ariela, que pour être dans le combat antiraciste, pour protéger nos concitoyens de couleur noire, il faut être noir, pour être... voilà, et et je vais vous donner un exemple qui est une espèce de caricature, bien sûr très minoritaire, mais que je vais vous lire parce que cette phrase écrite par Ouria Boutelja, qui est la figure de proue des indigènes de la République, qui écrit « Aucun magistère ne me fera endosser un mot d'ordre conçu par et pour des féministes blanches.
j'appartiens à ma famille, à mon clan, à mon quartier, à ma race, à l'Algérie, à l'islam. Donc, on est en plein dans ce danger qui est devant nous. Donc, réaffirmer l'universalité de ces combats. Et c'est très important, ça semble une évidence, mais pourtant on voit combien c'est fragilisé. Deuxièmement, rappeler justement cette réalité que sont devenues certaines universités américaines et que nous, on doit en Europe s'inscrire en faux contre ça. Et ensuite, plus largement, se dire que et l'antisémitisme et le sexisme, c'est ce qui les rassemble aussi, prospèrent dans des situations, dans des sociétés en crise. Et nous sommes en crise, devant l'inquiétude, et là, on a quelque part tous les éléments pour que ces deux mots que nous allons essayer d'envisager ensemble pour avancer aujourd'hui, eh bien, sont particulièrement propices à se développer. Et tout ça parce que, et je dirais ça juste pour terminer cette première considération, c'est que l'antisémitisme, c'est pas l'affaire des Juifs, c'est l'affaire des antisémites. Et cette très belle phrase de Sartre que tu rappelles, Delphine, dans ton livre, c'est pas tout à fait celle-là d'ailleurs sur laquelle tu rebondis, mais qui est si l'antisémitisme n'existait pas, les antisémites, si les juifs n'existaient pas, les antisémites les auraient inventés, parce qu'en fait l'antisémite ne croit plus en lui-même et cherche un bouc émissaire pour y déposer en fait tout ce qu'il n'aime pas en lui et à quoi il n'est plus capable de croire. Et donc tous nos combats, en tout cas, juste pour doivent non pas s'inscrire dans une forme d'offense qui existe aussi, mais dans un combat qui rattache en fait nos combats individuels à cette universalité et qui en fait des combats qui sont essentiels pour l'ensemble de la société. Ilana, moi je voulais me tourner vers vous. On a entendu donc Viviane parler donc de ces problèmes de hiérarchisation, qu'on met les gens dans des boîtes, qu'on catégorise. Voilà, si toi tu es comme ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Ou si ça vient de la droite, on réagit. Si ça vient de la gauche, on réagit pas. Vous qui êtes tellement engagés au niveau aussi éducation, où sont les outils pour agir contre ces deux fléaux? Il faut probablement éduquer, jamais s'arrêter. Qu'est-ce que vous, en tant que politicienne, vous proposez justement pour rappeler l'importance de se mobiliser tous ensemble et ne pas être indifférent à ces formes de haine? Ilana, juste, votre micro est coupé. Voilà, merci. Oui. Ça m'inspire beaucoup de choses et puis évidemment écouter avec intérêt et émotion le témoignage de Viviane parce que je crois que faut pas qu'on baisse les bras. Juste un commentaire en réaction à ce qu'elle a pu nous livrer parce qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'on est expulsé quelque part, on peut de certains combats qui sont les combats universalistes sous prétexte que justement on est juif attaché à l'État d'Israël et ça on y reviendra peut-être après, mais c'est quelque chose qu'on ne doit pas accepter. C'est-à-dire qu'il y a et on doit on a face à nous en fait des vrais pervers. C'est-à-dire nos ennemis sont pervers au sens où et je crois qu'on doit reprendre l'offensive. On est beaucoup trop souvent dans la défensive. Et si vous prenez la notion de laïcité par exemple, il y a un sondage qui inquiète tout le monde sur la jeunesse qu'on a résumé en disant la jeunesse ne soutient plus la laïcité. D'abord, il faut regarder comment les questions ont été posées. Et je crois que notre jeunesse, elle a grandi, comme tu disais, tu rappelais Delphine, ces décennies qui nous ont précédés. C'est-à-dire qu'avec une espèce d'évidence de la liberté donc la laïcité, c'est les fondations de la maison. Et ça a mis des siècles et des siècles à se construire. C'est un espace neutre où chacun met un peu de lui-même en réserve. C'est une merveille, c'est une singularité française extrêmement précieuse. Mais nos jeunes Français, eux, ils en voient les fruits. Et très naturellement, ils se disent, mais moi, c'est chacun fait ce qui lui plaît. Et c'est beau. Je veux dire, moi, mes filles, elles me disent la même chose. Elles ont parfois du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on a pu penser que il était important d'interdire aux jeunes filles d'arriver voilées. Il faut rappeler, alors je ne vais pas refaire tout le débat, mais que la liberté religieuse, c'est aussi la liberté de croire et de ne pas croire, de toute la pression qu'il y a pu avoir sur ces jeunes filles. Je ne vais pas refaire le débat. Mais il n'empêche que ce travail sur des siècles et des siècles qui a permis cette laïcité, eh bien, c'est les fondations de la maison. Si on les fait disparaître, c'est tout qui s'effondre. Mais nos jeunes aujourd'hui ne les voient plus, ces fondations. Donc, parce que par définition, des fondations, c'est invisible. Et je pense que donc, comme vous me posez la question sur l'éducation, je crois qu'il faut être vraiment
à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord l'éducation, je dirais, la plus élémentaire. Hein, je crois que Jean-Michel Blanquer, dont je suis assez proche, comme vous savez, rappelle souvent, c'est lire, écrire, compter, respecter autrui. Et ça peut, et surtout ce dernier élément, on peut se dire, oui, ça veut dire apprendre à dire bonjour, merci madame. C'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que avoir mis, si vous voulez, tout notre effort sur l'école primaire, et moi je le vois avec mes collègues européens, et ça me frappe, c'est qu'on se pose tous les mêmes questions, et c'est d'abord l'accès à la lecture. Très important, parce que l'accès à l'autre, le texte, c'est un autre. C'est un autre, le texte, c'est le premier autre. Et tout acte de pédagogie, c'est d'abord une violence, parce que c'est quelque chose qui n'est pas vous et qu'on doit intégrer. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et ça se commence là. Quand on rate cette étape-là, de la lecture, de l'écriture et du respect d'autrui au sens le plus fort du terme, on a ensuite tout qui vient, toutes les catastrophes qui se produisent. Donc je crois que d'abord, c'est l'éducation, dans ce cas-là, vraiment de plus fondamental, qui doit être notre combat. Et j'en profite pour vous dire que l'éducation est en train de monter dans l'agenda européen. Il y a quelque chose qui est en train de se construire qui s'appelle l'espace européen de l'éducation, dont moi je suis rapporteur pour mon groupe Renew Europe. Mais je constate que sur cette question, il y a une grande, à part avec les groupes avec lesquels on n'est jamais d'accord et on est très content d'être d'accord avec eux, il y a une grande un consensualisme et un volontarisme, et on est tous confrontés à ces mêmes difficultés. Et donc moi, je lutte quotidiennement pour l'idée que l'Europe devienne une puissance éducative. Et être une puissance éducative, c'est d'embarquer tous nos enfants dans le savoir, dans l'esprit critique, dans cet accès à ces savoirs fondamentaux. Et c'est absolument essentiel, ça commence là, et c'est un combat que je sens vraiment monter en puissance. Et il faut qu'on s'en donne les moyens, avec une manière de mesurer les choses, avec un budget de la recherche et une stratégie commune au niveau européen. Ces échanges de bonnes pratiques, aujourd'hui, elles ne sont pas du tout à un niveau suffisant. Et moi, je crois effectivement que cette Europe puissance éducative, si vous voulez, c'est cette espèce de fusée où vous avez le savoir élémentaire, bien sûr, et la présidente de la commission l'a rappelé, la lutte contre les préjugés, la lutte contre l'antisémitisme, un certain nombre de programmes. Moi, dans mon collectif Je m'engage pour l'école, on forme des binômes de citoyens pour aller dans les collèges et les lycées et pour lutter contre les préjugés avec les jeunes de toutes sortes de milieux. Et je crois que tout ça, c'est très important, mais pour moi, il y a ce premier socle qui est, un, les connaissances fondamentales, deux, l'inclusion, parce qu'en fait, souvent, il y a une espèce de folie identitaire. On oublie que le principal problème, c'est les problèmes sociaux, c'est le problème de trouver un travail. C'est pour ça que je suis très attachée aussi au mentorat, qui est en train de monter en puissance au niveau français. Et j'en suis très heureuse. Et j'essaye aussi de pousser au niveau européen, parce que je crois que le mentorat, c'est beaucoup plus qu'un outil, c'est vraiment un projet de société, avec tout le monde qui doit se demander, moi, j'y arrive dans tel domaine, comment est-ce que je fais pour dresser des ponts, pour faire que ceux qui n'ont pas les codes puissent avancer. C'est ça aussi la lutte contre l'antisémitisme. C'est énorme parce que, comme le dit, on rebondissait Delphine et moi sur le même thème, sur le fait qu'en état de crise, l'antisémitisme monte. Donc, en fait, il faut d'abord lutter contre la crise, lutter contre... donc, c'est énorme, mais c'est comme ça. Donc, il faut être sur tous les fronts. Et sur le plan éducatif, il y a aussi l'éducation au sens large de la société, avec cette nécessité de parler d'Israël, parce que comme le rappelait Viviane, aujourd'hui l'antisémitisme il prend le visage de l'antisionisme. Il faut qu'on travaille sur cette éducation à une meilleure connaissance de l'histoire d'Israël, de tous ces préjugés. Et cette définition de l'antisémitisme qui est en train de se développer, et qui est adoptée par de plus en plus de pays européens, pas encore tous, et qui inclut l'antisionisme au sens radical du terme, avec toujours cette idée que je répète ici, que bien entendu, comme tout pays, la politique de l'État d'Israël peut être critiquée par tous le plus librement possible, mais c'est le seul pays dont on continue encore à contester la légitimité de l'existence. Et aussi, il y a une question quantitative. Quand vous êtes dans les organisations internationales, la Commission des droits de l'homme, et que vous vous rendez compte que quantitativement, il y a pas 70% des résolutions qui concernent Israël. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose. Donc, si vous voulez, il faut. Et ça, je crois qu'on doit développer des outils pour faire se rendre compte, parce que, comme le disait Viviane, il y a une énorme. Nos sociétés, elles sont faites de beaucoup de gens qui sont dans une forme d'indifférence et aussi d'ignorance, et puis il y a des petites minorités agissantes très violentes, et nous, on doit en fait évidemment avoir pour cible
à la fois les enfants et les jeunes, mais aussi l'éducation au sens plus large pour faire pour simplement faire s'abattre les murs de l'ignorance qui font le lit des préjugés. Alors, Ilana, je voudrais aussi voilà, vous demander un petit mot de fin, vos dernières réflexions suite à ce débat vraiment intéressant sur ces deux problématiques. Voilà, on vous écoute. Oui, alors écoutez, merci, c'était un vrai plaisir. Moi, je voulais juste terminer en disant qu'en fait, à force de dire que c'est universaliste, et je pense que c'est très important qu'on ait installé cette idée, attention à ne pas penser que pour autant, on a honte d'intervenir de manière extrêmement volontariste dans ces différents domaines en disant je vais avoir l'air de lutter contre ma paroisse. Surtout pas. C'est ça que je voulais juste faire comme point final en disant évidemment que les femmes, elles vont être un petit peu plus sensibles que les hommes sur la question qui les concerne. Évidemment que les Juifs, et heureusement qu'ils sont là pour se mobiliser pour eux-mêmes, parce qu'on a tous, enfin, certains d'entre nous, ont le souvenir du peu de gens qu'il y avait au moment de l'assassinat d'Ilan Halimi, au moment de Toulouse. Il n'y avait pas beaucoup de gens à part les Juifs, et chacun des Juifs ou des Juifs qui étaient là se souvient très bien de son ami non-juif qui était là, parce qu'on n'avait pas beaucoup et que ça a été très précieux à ce moment-là. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'être dans le théorie du tout va bien, Madame la Marquise, et se dire, je veux, au contraire, c'est-à-dire que ces combats, ils doivent être ramenés à leur universalité. Il faut être complètement à l'aise pour les conduire parce qu'on les conduit pour tout le monde. Et donc, en fait, il faut savoir les formuler en ces termes-là. Mais ensuite, être extrêmement volontariste. Moi, je suis pour la parité. Moi, je suis très contente qu'on avance au niveau européen sur l'obligation pour les entreprises de rendre public les écarts salariaux entre femmes et hommes qui font le même job. Je trouve que parmi les choses récemment qui se sont passées à l'Assemblée nationale, d'avoir 50% du groupe majoritaire qui sont des femmes, ça marque, ça change les mentalités, et y compris dans mon groupe Renaissance. Bon voilà, donc tout ça, j'y crois énormément. Et j'irai un tout petit peu plus loin en disant, nos combats, nous les partageons, et c'est ça la force quelque part de la laïcité, c'est qu'on les fait passer au crible de l'universalité, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est ce mouvement-là, de se dire en quoi ça concerne tout le monde, pour ne pas être dans l'offense contre offense. Et donc, ça vaut pour les combats et ça vaut aussi pour la richesse. Et puis, ça me permettra peut-être justement très naturellement de donner la parole à Delphine parce que c'est ce qu'elle fait tellement bien. C'est que dans nos sagesses respectives, dans ce que nous sommes, il ne s'agit pas non plus de renoncer à ce que nous sommes. Au contraire, chacun a un parcours, chacun a une richesse. Mais pour pouvoir l'offrir à ce grand pari de la République qui nous rassemble, eh bien, c'est de se dire comment est-ce que je le traduis, comme disait très joliment Emmanuel Levinas, traduire l'hébreu en grec pour pouvoir contribuer en fait à cette sagesse universelle qui nous rassemble dans cette merveilleuse aventure qui s'appelle la France et l'Europe. Donc voilà, et on a un très bel exemple dans la personne de Simone Veil, puisque Simone Veil, qui dans tous ses combats a toujours laissé l'offense de côté, c'est-à-dire qu'elle a été rescapée de la Shoah, elle a été tendre la main à l'Allemagne pour construire l'Europe. Quelle force! Mais c'est exactement ça. Quand elle a lutté pour le droit des femmes, elle a toujours dit, et j'ai retrouvé cette phrase récemment, « Oh, c'est pas pour aller regarder toutes ces années où on n'a pas pu avoir de place. Quel dommage de se priver du talent des femmes. » Ah, comme c'est joliment dit. Bon. Et puis ensuite, et bien entendu, ce travail de mémoire qu'elle appelait de ses voeux plutôt que le devoir de mémoire, bien consciente qu'il ne suffit pas de répéter l'offense qui a été faite en juif pour que ça ait une quelconque valeur thérapeutique. En fait, il s'agit de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'humain pour que ce soit possible et comment je l'enseigne aux générations pour que ça ne se reproduise pas. Mais en prenant aussi sa part, et quelle force pour quelqu'un qui a vécu ce qu'elle a vécu, que le mal est dans tout humain. Parce que si vous croyez dans le camp du bien parce que vous êtes du côté de la victime, là, on est dans le début du dévoiement. Donc, je pense que Simone Veil est un merveilleux exemple. Et j'en terminerai là en vous remerciant une fois de plus, Ariella, de nous avoir accueillis pour cette réflexion très sympathique et revigorante.